Merci pour l'invitation. Donc, comme disait Monsieur Védrine, beaucoup de pouvoir dans les décideurs économiques, les entreprises. C'était une bonne transition pour ceux dont moi je veux vous parler. Mais tout d'abord, je vais quand même revenir un tout petit peu sur ce que disait Monsieur Védrine aussi, c'est que vraiment, et ça je pense que de mon point de vue, c'est un des messages clés à comprendre pour les entreprises, c'est que le monde est en train de fondamentalement changer. Donc après des décennies après guerre froide, d'expansion globaliste, si on veut appeler ça comme ça, donc plus d'intégration, moins de frontières. Donc un focus plus important de la part des entreprises aussi sur une production optimisée au prix le plus intéressant, etc. Donc cette expansion de la mondialisation, elle a vraiment, il y a vraiment, on est à un moment de tournant depuis quelques années maintenant. Il s'est passé, comme on a entendu, il s'est passé Brexit, Trump. Ça, c'était les premiers indicateurs de quelque chose qui était en train de changer fondamentalement. Et après, surtout, il y a eu la pandémie, la Covid. Ainsi qu'après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui ont en fait montré vraiment aussi aux décideurs politiques les désavantages de cette globalisation. Qu'est-ce que ça veut dire en fait concrètement d'être tellement dépendant de certains pays pour, par exemple, la production de certains médicaments dont on a besoin maintenant, mais dont les autres ont besoin aussi. Donc c'est très simple de fermer les frontières et de dire en fait on garde pour nous. L'Ukraine aussi, qu'est-ce que ça veut dire en fait d'être dépendant de l'énergie importée d'un pays avec lequel maintenant on a un problème dans nos relations géopolitiques et duquel on était entièrement dépendant. Donc ces événements-là ont vraiment commencé à montrer, non seulement aux entreprises, mais aussi aux décideurs politiques, que peut-être, sur certains aspects, cette globalisation allait aller trop loin et qu'il faut rebalancer ça un tout petit peu. Donc on est en train d'entrer dans ce que moi j'appellerais une nouvelle ère de la mondialisation. Comme le disait Monsieur Védrine, c'est pas la fin de la mondialisation. Je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut y réfléchir, mais c'est en train de fondamentalement changer. Donc cette nouvelle ère de la mondialisation, elle est caractérisée par plusieurs aspects. Premièrement, on est vraiment en train de passer d'un système unipolaire à un système beaucoup plus multipolaire. Donc, il y a plus seulement les États-Unis ou l'Occident au pouvoir, si on veut appeler ça comme ça, mais il y a beaucoup plus d'acteurs qui sortent, beaucoup plus de multipolarité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, aussi d'un point de vue d'entreprise? Beaucoup plus de complexité, beaucoup plus de friction, beaucoup plus de potentiel de guerre au sens large, pas seulement militaire. Donc un pouvoir géopolitique qui est beaucoup plus dispersé, et ça, à mon avis, on va en voir de plus en plus, qui est ces middle power, donc cette deuxième puissance qui commence à émerger de façon plus importante. Une conséquence de ça, c'est des relations géopolitiques beaucoup moins coopératives. Donc pas les Nations Unies justement, mais beaucoup plus de confrontations, beaucoup plus de conflits entre les pays. Et puis, troisièmement, et ça c'est un aspect très très important pour les entreprises, des objectifs politiques qui sont beaucoup moins centrés sur l'économie et beaucoup plus sur la sécurité. Sécurité nationale, qui est un concept très important et beaucoup plus expansionniste sur les dernières années qu'auparavant, et qui va influencer les décisions politiques beaucoup plus que dans les dernières années, dernières décennies. Donc un désir d'être autosuffisant beaucoup plus important, ce qui informera les décisions politiques, beaucoup plus d'interventionnisme dans l'économie par conséquence, et qui dit interventionnisme dit impact direct sur les entreprises. Donc pareil, très important à prendre en compte. Nous, on a fait une grande analyse de scénario, et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, sur la direction que donc prend ce monde une fois qu'on a accepté qu'on va vers autre chose. Et en fait, on est vraiment, pour vous la faire très courte, on est vraiment en train
de bouger d'une mondialisation vers ce que nous on a appelé une deuxième guerre froide, donc un monde beaucoup plus divisé. Alors ça dépendra des secteurs dans lesquels on est. Les secteurs plus stratégiques, on les voit bouger vers une deuxième guerre froide, donc des blocs, des sanctions pour certaines technologies qui traversent la frontière des blocs, etc. Sur des secteurs moins stratégiques, on va plus vers un monde des amis d'abord, friends first. Vous rendez peut-être compte que c'est une traduction. Où dans ces secteurs-là, il y a une préférence de travailler surtout avec des alliés, mais quand le secteur est moins stratégique, moins d'importance avec qui on travaille. Mais clairement, un mouvement vers des relations géopolitiques qui s'organisent plutôt en bloc et en alliance, plutôt que librement, comme on l'a vu avant. Et plus d'interventionnisme de la part des États dans l'économie. Donc, quel impact sur les entreprises? Donc, vous voyez ici une mesure, donc la courbe bleue, une mesure du risque politique qui est compliquée à mesurer. Donc, ça c'est une façon de le faire. Et il manque la description de la courbe grise. Mais ça, c'est le nombre de mentions de risque géopolitique dans les documents d'entreprise. Et vous voyez alors une décorrélation complète jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, en fait, de l'invasion russe de l'Ukraine, où soudainement il y a une mention de risque géopolitique dans beaucoup de documents d'entreprise, mais qui redécroche après pour rester à des niveaux plus élevés qu'avant. Même, à mon avis, il continue à y avoir une petite décorrélation. Alors, il y a plusieurs moyens d'interpréter ça, mais pour moi, peut-être les deux les plus importants, c'est d'un côté, il y a eu quand même une prise de conscience au moment de cette invasion, et ça, c'est pas juste en Europe, mais dans beaucoup de parties du monde. Et depuis, quand même, une corrélation qui n'est pas entièrement là. Le risque politique est plus important de ce que réalisent beaucoup d'entreprises jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, à mon avis, à garder en tête. Et en même temps, et c'est ce que montrent des sondages que nous on fait de façon régulière chez EY, on demande aux CEO d'entreprises comment ils perçoivent l'environnement dans lequel ils opèrent. Et dans notre enquête qu'on a fait en début d'année, 98% des CEO ont déclaré qu'ils adaptaient, qu'ils modifiaient leur plan stratégique en réponse aux défis géopolitiques. Donc ça, c'est quand même un chiffre assez impressionnant. En même temps, vous voyez que les réponses sont assez diverses, qu'il n'y a peut-être pas une réponse, mais que ça impacte les investissements, les désinvestissements, les chaînes d'approvisionnement. Rien de nouveau pour vous, je pense, mais beaucoup de réponses par rapport à ce qui se passe dans le monde. Tout ça pour dire qu'il y a des réactions, évidemment, il y a un besoin de gérer ce qui se passe, mais qu'il ne faut pas faire ça de façon impulsive. Nous, on observe beaucoup d'entreprises qui réagissent une fois qu'il y a une crise ou juste avant, enfin, de façon très réactive et pas du tout proactive, alors que, et on entend souvent le contraire, mais le risque politique, c'est quelque chose qu'on peut gérer, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir, on peut, même si c'est très incertain, on peut construire des scénarios, etc. Donc c'est pas quelque chose auquel on est juste assujetti et on subit. Il y a un peu plus de nuances que ça, et c'est de ça que je voulais surtout vous en parler aujourd'hui. Nous, ce qu'on a fait chez EY, c'est qu'on a développé une méthodologie pour les entreprises pour les aider à gérer leur risque géopolitique, le risque politique. Alors c'est vraiment basé sur des années de travail assez concret avec les entreprises, avec les business dans différents secteurs, différentes géographies, sur comment est-ce qu'on peut gérer ça. Et vous allez voir, je vais vous donner un framework assez général parce que évidemment, la façon dont on va gérer ça va beaucoup dépendre de sa géographie, beaucoup du secteur, de la taille de l'entreprise, etc. Donc c'est pas one size fits all, mais c'est une façon assez globale comment y réfléchir.
Donc là, vous voyez vraiment la structure qu'on utilise. Alors, premièrement, les 2 premières étapes, c'est organisé autour de la probabilité et l'impact. Donc, identifier les risques politiques, évaluer leur probabilité qu'elles arrivent sur une timeline précise, et après, évaluer l'impact sur l'entreprise. Et là, pareil, ça peut être très différent en fonction de l'entreprise. Il peut y avoir des événements hyper importants d'un point de vue géopolitique, sociétal, etc., mais qui ont moyennement d'impact, ou à l'envers, quelque chose qui n'est pas du tout headline, mais qui est qui a beaucoup d'impact potentiel pour l'entreprise. Donc, évaluer ça pour après arriver dans les dernières 2 étapes qui sont autour du management de ce risque-là. Donc ça, c'est plus défensif, c'est vraiment une gestion de risque. Et strategize, donc comment est-ce qu'on intègre ça dans la stratégie d'entreprise. Ça, c'est l'attitude beaucoup plus offensive, si on veut appeler ça comme ça, plus proactive. Et le tout doit être gouverné au sein d'une entreprise. Donc, je vais revenir dessus, mais il faut avoir des responsables qui regardent ce genre de sujet-là, toute une gouvernance autour de ça pour qu'il y ait un peu de structure. Voilà, donc première grande étape, comme je vous le disais, ce qu'on a appelé SCAN, c'est vraiment le fait d'identifier les développements politiques et géopolitiques dans le monde qui sont importants pour l'entreprise et de les surveiller, donc de les monitorer de façon régulière. Typiquement, il ne suffit pas de faire ça une fois à l'année. Ce qu'on fait, et ce qu'à mon avis continuent à faire beaucoup d'entreprises, si on met à jour ses identifications de risques politiques une fois par année et que juste après, par exemple, il y a l'invasion de l'Ukraine, évidemment, ça ne sert à plus rien. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Nous, on fonctionne avec 4 grandes catégories de risques auxquelles il faut réfléchir. Donc, le risque géopolitique, celui duquel on parle beaucoup en ce moment parce que c'est un des risques les plus importants. Donc là, on parle des relations entre les États, relations États-Unis, Chine, politique restrictive en matière d'investissement, de commerce, etc. Tout ce qui est sanctions, ce genre de questions. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le risque pays, donc tout ce qui se passe au niveau national. Là, cette année, on parle beaucoup d'élections, par exemple. C'est un des risques pays le plus important, mais ça peut aussi être tout ce qui est politique industrielle, dans certains pays, des questions d'expropriation et des choses comme ça. Après, il y a tous les développements réglementaires. Alors ça, surtout en Europe, je pense qu'on connaît très bien. Tout ce qui est, par exemple, data protection, réglementation de l'intelligence artificielle, etc. Évidemment, là, il y a beaucoup d'impact. Tout ce qui est taxes, des sujets comme ça. Et puis finalement, sociétal, et ça, c'est un risque que nous, on observe qui est beaucoup sous-estimé au sein des entreprises. Mais qui pourtant peut être vraiment assez important. Ça, c'est toutes les questions sociales, activisme des consommateurs, tout ce qui est grève, social license to operate pour, par exemple, les extracteurs, les miniers, etc. Donc, pareil, ça peut avoir un impact assez important sur les entreprises. Donc, comme je vous le disais, après, une fois qu'on a identifié ces risques-là, il s'agit vraiment d'évaluer sa probabilité sur une timeline précise. Donc, sur les prochains 12 mois ou sur les prochaines 5 années, quelle est la probabilité que ce risque se manifeste et ça, c'est quelque chose qu'il faut réévaluer de façon constante. Est-ce qu'on a bien identifier tous les risques qui peuvent nous impacter, est-ce que la probabilité reste la même, etc. Mise à jour après, par exemple, les élections aux États-Unis, et des questions comme ça. Une fois qu'on a fait ça, il y a cette deuxième étape qui est évidemment très très importante, c'est essayer d'évaluer l'impact sur son entreprise. Alors, il y a plusieurs façons de couper ça. Nous, on le fait souvent basé sur ces fonctions d'entreprise-là. C'est ceux qu'on a identifiés comme fonctionnant pour la majorité des entreprises.
Après, souvent, il faut quand même s'adapter à la structure d'entreprise. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut fluctuer un tout petit peu. Faut voir en fonction de la situation exacte. Mais donc ça, c'est les grands domaines opérationnels des entreprises, les grandes fonctions des entreprises. Il faut se poser les questions. Donc, pour vous donner quelques exemples, chiffre d'affaires, comment les clients de l'entreprise, par exemple, pourraient être impactés par ce risque politique, quelle pourrait être l'évolution de la demande des clients en conséquence de ce risque-là. Quelles sont nos limites sur la croissance des investissements? Quelles sont nos limites si on va dans un certain marché, si on en sort? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous si cette politique-là est implémentée dans ce marché-là? Chaîne d'approvisionnement, ça c'est des questions dont on a beaucoup parlé ces dernières années, mais le risque politique, quelle perturbation pourrait-il avoir parmi nos fournisseurs? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce qu'il y a des alternatives? Est-ce que notre stratégie de chaîne d'approvisionnement, est-ce qu'elle est adaptée à ça? Quelle est l'exposition de l'entreprise aux cyberattaques? Est-ce que ce qui se passe dans le monde crée plus de probabilité de cyberattaque? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre entreprise? Il y a de plus en plus de questions sur le capital humain, talent. Qu'est-ce que ça veut dire si nos ingénieurs clés ont une certaine nationalité et qu'on opère dans d'autres pays? Donc il y a des questions très sensibles, mais de plus en plus importantes à se poser. Et pour vous donner un dernier exemple, pareil, souvent sous-estimé jusqu'à ce que ça arrive, et que je pense va être de plus en plus important dans un monde plus divisé, des questions de réputation. Qu'est-ce que ça veut dire si nous, entreprises, on opère dans ce marché-là, etc. Donc vous voyez, c'est beaucoup de questions à se poser, c'est potentiellement énorme en fonction de la taille de l'entreprise, mais en fait, il s'agit de vraiment structurer et aller dans le détail pour commencer à pouvoir comprendre. Là, il n'y a pas beaucoup d'impact et là, il y en a énormément. On peut essayer de chiffrer ça, ça peut être très compliqué, c'est possible, mais trouver un moyen de un peu évaluer l'impact. Pourquoi on fait tout ça? Une fois qu'on a fait scan and focus, ça nous donne une probabilité que les choses arrivent, un impact sur l'entreprise. Et ça permet d'hiérarchiser les sujets avec lesquels il faut traiter au plus vite. Parce qu'évidemment, je pense que ça, on l'a tous vu et on le sent, il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut trouver un moyen de prioriser ça. Et ça, c'est un bon moyen de faire ça de façon hyper rationnelle. Et après, évidemment, on commence à gérer les risques les plus imminents, les plus probables, avec le plus grand impact. Et après, on avance pour donc gérer ce risque-là. Donc ça, c'est vraiment l'idée de prendre les risques qui sont les plus probables, les plus impactful, et de les gérer de façon proactive, de façon active. Ça, c'est donc souvent évidemment l'équipe de risque au sein d'une entreprise qui fait ça. Et qui réfléchit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour minimiser l'impact. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour faire ça. C'est pas du tout une liste exhaustive d'outils, mais c'est ceux qui reviennent le plus. Donc, c'est un suivi de ces risques, identifier quels sont les key risk indicators pour les suivre, modéliser l'impact pour gérer ça. On fait beaucoup d'analyses de scénarios dans ce monde incertain. C'est un des outils les plus importants en ce moment. Alors, il y a 10 ans, moi, dans mon travail, je faisais presque pas d'analyse de ces scénarios. Il y a beaucoup plus de certitude sur ce qui allait se passer. Mais c'est devenu un outil hyper important. Et après, par exemple, on peut faire des simulations, des tabletops d'une crise spécifique. Est-ce qu'on est équipé à réagir à cette situation-là? Souvent, on se rend compte, pas entièrement. Donc ça, c'est vraiment la gestion des risques. Donc, comme je vous le disais avant, c'est plus défensif, c'est plus une protection de l'activité actuelle de l'entreprise, très très importante, mais c'est pas le seul aspect.
Parce que qui dit risque dit aussi souvent opportunité. Et ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Moi, je parle beaucoup de risque, mais en fait, il faudrait dire développement politique. C'est pas juste du risque politique, parce qu'il y a toujours évidemment un autre côté à ça. Et ça devient particulièrement important quand on réfléchit à comment intégrer ça dans la stratégie d'entreprise. Et ça, à mon avis, ça c'est quelque chose, alors qu'on a commencé à réfléchir un peu, ok, le risque, il faut qu'on le gère, équipe risque est au courant, etc. La stratégie d'entreprise, c'est quelque chose qui, pour l'instant, moi, j'observe qu'il n'y a pas encore assez de mise à jour des pratiques de formulation de stratégie d'entreprise qui prennent en compte le risque politique et qui prennent en compte ce qui se passe dans le monde pour non seulement gérer ça, mais aussi en tirer les opportunités et les aspects peut-être plus positifs. Donc ça, c'est une gestion plus offensive pour voir est-ce qu'il y a des possibilités de croissance pour l'entreprise, etc. Donc, quand est-ce qu'on fait ça? Quand est-ce qu'on doit réfléchir à l'impact potentiel de ce qui se passe dans le monde sur la stratégie d'entreprise? C'est quand il y a des transactions, évidemment. Quand on réfléchit si on va dans un certain marché, ou peut-être une transaction veut dire qu'on est dans ce marché-là, ou quand il y a une décision de sortir d'un marché, quand il y a une mise à jour de la stratégie d'entreprise. Ça, c'est des processus, normalement, dans les entreprises, c'est hyper structuré. Ça se passe une fois par an, une fois toutes les 5 ans. En fait, souvent, elle parle à plein de départements. Il faut aussi parler à la personne qui est responsable ou qui comprend les risques politiques et qui peut donc avoir une vision et apporter une vision importante à cette stratégie. Comment on fait ça? Due diligence, nous on parle de political risk due diligence. Donc encore une fois, quand on fait de la due deal, c'est un aspect, avoir ça en tête. Stakeholder engagement, évidemment, super important. Identifier les parties prenantes, comprendre quels sont leurs enjeux. Je pense que ça, c'est quelque chose que beaucoup d'entreprises font déjà. Engager avec eux pour qu'ils comprennent bien. Et après, faire ce qu'on appelle de la prospective stratégique. Ça, c'est tous les sujets autour du scenario planning. Donc, la gestion un peu systématique des incertitudes dans l'entreprise aussi. Donc voilà, ça c'est les grandes activités qu'il faut faire. Et qui fait ça? Ça c'est vraiment une question assez fondamentale, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. La gouvernance, évidemment, pour pouvoir faire ça, tout ça au sein de l'entreprise. Alors, nous, on a fait beaucoup de recherches, inclus académiques, beaucoup d'entretiens, en plus de l'expérience directe qu'on a avec nos clients. Et en fait, on se rend compte que beaucoup d'entreprises manquent cette gouvernance très claire au sein de l'entreprise. Alors, il y en a un qui peut-être, quand il y a une crise, il y a un petit comité, mais quand la crise est passée, il n'y a plus de comité. Donc, c'est pas très clair qui ou quelle équipe est responsable pour ça. Alors, il y a plein de façons de faire ça. Pas seulement une réponse qui est la bonne, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut soit une personne ou une équipe interfonctionnelle qui est vraiment responsable pour ce sujet-là. Pour donc gérer les 4 grands piliers dont je viens de vous parler. Scan, donc l'identification des risques, souvent gérer, ou une équipe qui est bien positionnée pour faire ça, c'est l'équipe affaires publiques, parce que c'est souvent ceux qui connaissent le mieux, qui comprennent le mieux les politiques, qui les suivent déjà un tout petit peu, qui eux peuvent évidemment aussi, ça c'est leur travail principal, gérer les relations avec les décideurs. Focus. Là, souvent, les équipes très bien positionnées pour comprendre ça, c'est les équipes plus opérationnelles, supply chain, etc., pour vraiment évaluer l'impact sur l'entreprise. Manage l'équipe de risque, stratégie, l'équipe de stratégie qui fait les transactions, etc. Donc, assez logique. Il y a 3 grands principes, pareil, que nous, on a identifiés en faisant ces entretiens, etc., qui nous paraissent particulièrement importants dans ce contexte de gouvernance. Donc, premièrement, c'est ce que je vous disais au début, ce concept de ownership.
qui est responsable? Est-ce que c'est clair? Est-ce que la personne est au courant? Est-ce que l'équipe est au courant? Est-ce que tout le monde au sein de l'entreprise est très clair sur qui gère ce sujet-là? Ça paraît très simple, mais l'expérience montre que c'est pas toujours très clair. Deuxième concept, pareil, ça paraît très simple, la communication. Entre les équipes, avec les équipes qui sont dans les pays. Pareil, on s'est vraiment rendu compte que c'est quelque chose qui manque souvent. Donc souvent, les entreprises, elles ont l'information en interne. La personne qui est dans le pays, par exemple, elle est au courant de quelque chose qui se passe, mais il n'y a pas de la communication organisée, régulière, etc. Donc ça, c'est quand même une façon très simple pour commencer à gérer ça de façon plus proactive et de façon plus logique. Donc communication. Et puis, dernier point important, la confiance pour que les équipes au sein de l'entreprise travaillent ensemble vers un même goal plutôt que en concurrence. Alors, je dis ça parce que souvent, c'est des questions très, très stratégiques. Donc, juste important de pouvoir se faire confiance, qu'on est tous en train d'essayer de gérer ça au mieux pour l'entreprise. Voilà, donc sans passer trop de temps sur cette dernière slide, comme je vous le disais, il n'y a pas une façon de gérer ça. C'est vraiment juste pour vous donner un peu un framework pour y réfléchir. Il faut adapter ça aux circonstances qui fonctionnent le mieux pour l'entreprise, la taille de l'entreprise souvent. Plusieurs façons d'implémenter ce genre de gouvernance. Mais voilà, ça vous donne peut-être des idées, j'espère, pour y réfléchir et commencer à voir si, en fait, il faut changer des choses ou pas. Donc, des questions à se poser, à mon avis, c'est quelle est votre exposition aux risques politiques pour les différents sujets dont on vient de parler, pour les supply chains, pour vos capacités de croissance dans le futur, etc. Et surtout, avez-vous une stratégie pour gérer tout ça? Si vous n'êtes pas sûr ou que la réponse est non, il y a peut-être un sujet auquel on peut réfléchir un tout petit peu plus. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez envie de creuser ça, nous on vient de publier un livre sur le sujet, donc ça vous pouvez aller beaucoup plus loin. Mais c'est une méthodologie, comme je vous le disais, qui vous donne un framework pour réfléchir à ce genre de sujet et pour éviter d'avoir l'impression ou de dire que c'est quelque chose qu'on subit et qui n'est pas gérable. Moi, je pense que c'est pas du tout vrai et qu'il y a beaucoup plus de choses à faire par rapport à ce que moi j'observe tous les jours dans une grande majorité des entreprises. Voilà de ma part.